France dans tous ses états, le fait du jour. Quelques jours après les émeutes commises en marge de la victoire du PSG samedi soir, de nombreux incidents sont mis en lumière. Cambriolage, agression, coups de couteau et passage à tabac pour une cigarette. C'est ce qui est arrivé à un père de famille dans le 16e arrondissement, tabassé pour avoir refusé de donner une cigarette à des jeunes ultra-violents. Il est avec nous aujourd'hui par téléphone, accompagné du journaliste de Valeurs Actuelles Amaury Bucco, qui a révélé cette histoire. Bonjour messieurs. Bonjour Amaury Bucco. Bonjour Périgaud. Merci d'être avec nous en direct et en studio sur Sud Radio pour continuer à inventorier ce que l'on apprend de cette soirée. À chaque jour son lot, j'allais dire, d'aberrations, de dysfonctionnement de l'État et surtout de violence dans la rue, de violence émeutière. Et là, nous avons le témoignage, Amaury, vous allez nous raconter ce qui s'est passé d'un Parisien, d'un Français qui rentre chez lui tranquillement. C'est même pas quelqu'un qui est impliqué dans le football. Non, c'est ça. Et qui se fait... Je pense qu'il a pas de cigarette, tout simplement. Ça m'est arrivé de dire, je fume pas. Alors lui, en l'occurrence, il fume. Il fumait à ce moment-là. Et donc c'est pour ça, je pense qu'il vous le racontera mieux que moi. Mais oui. Lui, effectivement, ce qu'il m'a raconté, c'est qu'il rentrait... En fait, il avait accompagné un monsieur âgé chez lui. Il rentre chez lui à pied tranquillement. Alors déjà, l'ambiance dans le quartier est extrêmement... On est dans le 16e ou non? On est dans le 16e. Ouais. C'est très chaotique. C'est pas loin de l'avenue Paul Doumer. On a des vidéos de riverains qui montrent que y a des rodéos, des jeunes qui crient, il y a des tirs de mortier. Enfin, c'est vraiment chaotique. Donc une ambiance assez hostile de revanche. Et c'est dans ce contexte qu'effectivement, il croise un groupe de jeunes. De revanche, oui, il y a un côté conquête de territoire, voyez. On avait gagné. Ah oui, d'accord, oui, parce qu'on avait gagné, d'accord. Non, vous avez raison. Donc on n'est plus dans le football. Non, bien sûr. On est dans le conflit social et politique. Pour moi, c'était plus une revanche de territoire, c'est-à-dire des jeunes qui en général venaient de l'extérieur de Paris et qui prenaient possession de Paris pour célébrer à leur façon. Quand je dis à leur façon, c'est tout est permis, on fait ce qu'on veut, c'est notre territoire. Et donc Paris s'est transformé en gigantesque cité, et c'est dans ce contexte donc qu'ils croisent un groupe de jeunes dont certains portent un maillot du PSG, d'autres sont torse nu, comme beaucoup de personnes cette nuit-là. Et c'est comme ça qu'il se fait lyncher sur un bout de trottoir, et après il appelle la police et personne ne répond parce que la police est débordée cette nuit. Eh bien justement, nous avons Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci de témoigner de ce qui vous est arrivé samedi soir à Paris. Merci de témoigner à l'antenne. Ma première question est, aujourd'hui, avec un peu de recul, vous êtes quand même... Des agressions dans la rue, il y en a tout le temps, et quelquefois pour un regard, pour un sourire mal placé, pour une cigarette refusée. Là, ce que vous avez vécu, c'est pas un fait divers commun. On est bien d'accord. Tout à fait. Quand vous êtes arrivé à cet endroit-là, vous sentiez qu'il y avait un soir de match, il y a toujours de l'animation. Là, il y avait de l'animosité. Vous sentiez que la situation était tendue, ou vous vous êtes pas méfié? La situation était très tendue, rue de Passy. Oui, au cœur du 16e. Oui, d'accord. En revanche, dans les petites rues derrière, c'est le 16e, c'est calme. Et vous êtes rue de Passy justement au moment où la tragédie survient. Je parle de tragédie parce que vous avez subi une violence extrême. Vous êtes rue de Passy à ce moment-là? Non, je venais de la rue de Passy, mais j'étais dans le croisement de deux petites rues, la rue Nicolo et la rue Cortambert. Et vous vous faites aborder par un petit groupe de jeunes, je suppose, qui vous demandent une cigarette? Alors, je veux insister sur la notion de jeunes, parce qu'ils étaient largement majeurs. D'accord. C'est pas des adolescents, quoi, si je comprends bien. Pas du tout des adolescents, on va dire entre 20 et 30 ans. Ah oui, non, d'accord. Comme Amaury l'a dit, certains torse nus, d'autres avec des maillots du Paris Saint-Germain. Et ils s'approchent de vous? On s'est croisés, en fait. Et donc, un premier me demande une cigarette. Oui. J'ai dit non, en continuant à avancer. Un autre a dit « Donne ton paquet de cigarettes ». J'ai dit non, j'ai continué à avancer. Il n'y a donc eu absolument aucun échange verbal. Pas d'altercation, vous ne vous engueulez pas avec eux, vous dites non et vous continuez votre chemin. Point. Fin de nous recevoir. Et eux, à ce moment-là, vous rattrapent. Et là, je prends un énorme coup de poing dans la nuque. Où? Qui me déstabilise. J'ai une petite voix qui me dit continue à avancer, surtout continue à avancer. Une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit qui vous dit faut surtout ne pas flancher à ce moment-là, vous continuez à avancer. Eux continuent à vous agresser? Et là, je prends un deuxième coup, probablement plutôt un coup de pied, beaucoup plus violent dans la tête. Parce que vous êtes au sol? Pas encore. D'accord, oui. Et je pense que je suis tombé à ce moment-là parce que c'est le trou noir.
Et dans je sens des coups qui reviennent encore, pas que dans le crâne. Que dans le crâne. Oui, la scène habituelle, c'est-à-dire tabassage au sol, à coups de pied. Mais dans la tête, quoi. C'est la volonté de faire mal, quoi, a priori. Voilà, un peu le syndrome de Quentin Durand, hein, c'est-à-dire qu'on est ça s'appelle un lynchage, ça. Hein, voilà. Quand on commence à taper quelqu'un au sol à coups de pied dans le ventre et dans la tête, c'est un lynchage. Comment ça se finit, Nicolas ? À un moment donné, ils lâchent prise, ils s'en vont ou ça dure ? Alors, j'ai vu la mort parce que ça ne s'arrêtait pas. Ce qui a probablement interrompu l'acharnement, c'est un monsieur qui a ouvert la fenêtre et qui, avec son téléphone portable, a commencé à filmer. D'accord. Et là, il y avait donc un flux de sang qui sortait, je ne sais pas d'où, mais de façon très importante. Donc là, j'ai eu peur. Votre sang, on est d'accord, évidemment. Oui, mon sang, mais je n'identifiais pas l'endroit du corps d'où venait le sang. Je voyais simplement le flux très important. Et évidemment, des douleurs à l'endroit où vous avez pris des coups, je suppose, évidemment. Pas sur le moment, parce que j'étais vraiment assommé. C'est à chaud, oui, c'est assommé. L'adrénaline, souvent, oui. Et là, une dame qui se trouve être l'épouse du monsieur qui a ouvert la fenêtre, qui m'a dit venez vite, venez vous mettre à l'abri. Et donc il m'a nettoyé, soigné. Donc secouru par un riverain. Peu de gens dans la rue à ce moment-là, où il y avait des gens qui auront peut-être vu, qui n'ont pas voulu insister, ou vous avez l'impression que vous étiez seul dans la rue à ce moment-là. L'impression d'être seul, bon, bien sûr. Encore une fois, j'étais assommé. Hein. Ah non, mais je comprends. Et donc vous êtes secouru par ces riverains qui vous prennent chez eux. Voilà. Et ensuite, police, pompiers, enfin vous êtes évacué quelque part vers un hôpital. Non, donc là, évidemment, le 17, comme Anne-Marie l'a dit, le 17, le secours ne répondait pas. J'ai appelé pendant 2 heures. Ah oui, rien, pendant 2 heures sans réponse. Voilà, on a appelé SAMU qui ne pouvait pas envoyer d'ambulance. Et les pompiers, vous avez essayé les pompiers ? Alors, j'ai pas pensé aux pompiers. Et là, ces 2 personnes qui m'ont réellement sauvé ont eu la grande gentillesse de me raccompagner jusqu'à mon domicile. Donc, hallucinant, ce sont des citoyens qui vous sauvent, les services publics sont absents parce que débordés débordés ce soir-là. Ou injoignables. Amaury Bucco, ça nous dit quoi de ce genre de situation ? Ce qui est intéressant, c'est que les fameux riverains, moi je les ai rencontrés, qui ont été témoins de la fin de la scène, eux-mêmes étaient ce soir-là à Versailles, ils m'ont raconté, ils avaient laissé leur enfant de 9-10 ans à la maison, qui en fait était en larmes parce qu'elle entendait des pétards dans tous les sens. Et ils se sont dit, on va rentrer à toute vitesse. Quand ils rentrent, la femme m'a montré des vidéos. Ils voient des gens qui font n'importe quoi sur le périphérique, qui roulent sans casque. Enfin, je vous dis, ça ressemblait à une banlieue géante. Oui. Ils arrivent chez eux, ils appellent tous leurs autres enfants en disant, faut rentrer à la maison. Et en fait, dans le quartier, si aussi il y avait pas grand monde dans la rue, c'est parce que tout le monde, on sentait que, si vous voulez, vous étiez un supporter du PSG et vous aviez entre 15 et 30 ans, votre place, vous pouviez être dans la rue. Mais sinon, globalement, il valait mieux rester chez soi parce qu'il y avait des charges de CRS, il y avait des tirs de mortier, des gens qui roulaient n'importe comment. Donc il y avait quand même cette impression d'être un peu assiégé dans ces quartiers où moi j'ai évolué toute la nuit et je l'ai vu, c'était assez hallucinant. Ça ressemble à un certain point aux émeutes de juin 2023, hein, quand une espèce de guérilla urbaine, c'était pas à ce point-là, mais le climat était celui-là en tout cas. Alors ce qui est vrai, c'est que les émeutes de 2023, qui pour moi était le premier phénomène, c'est qu'on a vu que ça a envahi des centres-villes. Et là, pour moi, c'est très très flagrant aussi dans c'est ce qui s'est passé ce week-end. Et ce qui s'était un peu passé l'année dernière, c'est que ces émeutes ou ces violences urbaines que l'on connaissait dans des quartiers circoncis, donc quelque part ça concernait pas la vitrine de la France. Maintenant, il y a un phénomène de convergence vers les centres-villes pour prendre un peu possession du territoire et dire vous voyez on vous emmerde. Et on veut aussi montrer qu'on existait. J'entendais beaucoup chez les émeutiers, on va prendre la Tour Eiffel, on va prendre la Bastille, volonté de conquête. Donc on n'est pas dans un mouvement de foule sportif, dans l'euphorie et un peu de folie s'il faut, on est dans quelque chose qui peut ressembler à une expédition punitive. C'était un mélange de, en fait il y avait pour moi, il y a de la préméditation et il y a de l'organisation. Vous avez une petite minorité de casseurs. Oui. Une plus grosse
proportion de suiveurs et vous aviez une écrasante majorité de spectateurs. Donc vous avez un mélange de tout. Vous aviez des gens qui étaient là, des garçons et des filles qui flirtaient ensemble, qui se promenaient, que ça amusait de voir la casse. Des personnes qui ne participaient pas activement à la casse, mais s'ils voyaient qu'il se passait quelque chose, allaient suivre. Et des personnes qui effectivement étaient là, venues pour en découdre avec les policiers ou pour aller attaquer des magasins. La scène avec le gars au mortier, là, le jeune homme au mortier, un mortier trafiqué qui permet de tirer comme des mitraillettes. Il y en a beaucoup des scènes comme ça. La scène quand même, Moi j'ai pris une grenade artisanale qui a explosé à côté de moi, qui était en direction, qui visait les CRS au Trocadéro. Donc ça, il y en a plusieurs qui ont explosé au Trocadéro. Absolument. Il y a une enquête de la police judiciaire qui est en cours, qui était ouverte par le parquet. Oui, il y a beaucoup d'enquêtes en ce moment de l'administration. Donc il y a des faits assez graves qui se sont passés. Mais c'est ça qui est très difficile, je pense, avec ce type de phénomène, c'est qu'ils sont difficiles d'analyser parce que vous avez énormément de gens qui se regroupent à Paris et vous avez un peu de tout. Vous avez des gens qui sont là pour fêter, des gens qui sont là pour casser. Et donc on a du mal à appréhender ce phénomène. Les habitants du 16e arrondissement se croyaient dans un sanctuaire protégé. Je ne parle pas seulement du fait que c'est un quartier d'arrondissement, j'allais dire, avec une classe sociale élevée. Ils se sentaient protégés parce que, moi j'ai souvent entendu dire des responsables en disant, voilà, c'est un quartier, on s'assure de la sérénité, on est un peu plus vigilant que d'autres quartiers plus sensibles. Souvenez-vous, au moment des Gilets jaunes, quand les émeutes avaient commencé à toucher le 16e, c'est là où le président de la République a sorti, il y aura 10 milliards. Hein. La bourgeoisie s'est dit, bon, mais là, et c'est pas une question de classe sociale, là, c'est une question de citoyens français qui sont chez eux, qui sont agressés, inquiétés, la horde qui est rentrée dans l'immeuble, même si elle fuyait la police, c'est une scène absolument effarante. Et là, on a vraiment une carence de l'État. Donc, quand le ministre de l'Intérieur nous explique sereinement à l'Assemblée nationale, c'était sous contrôle, il y avait eu 8 policiers, il y a eu quelques débordements, mais on a maîtrisé la situation, c'est pas vrai. Pour moi, il y a deux problèmes. C'est que d'abord, avant de parler, le ministre de l'Intérieur, il devrait attendre quelques jours. Parce qu'on le sait très bien, les gens, ils mettent plusieurs jours à porter plainte. Ce que nous raconte Nicolas, c'est qu'après son agression, il s'est rendu dans un commissariat et que le policier lui a dit, mais attendez, il y a plein de gens qui attendent pour la même chose, les mêmes types de faits. Donc en fait, les gens ne peuvent pas porter plainte immédiatement, les services sont saturés. Donc moi, je serais le ministre de l'Intérieur, j'attendrai déjà peut-être une semaine que ça se décante avant de dire tout va bien, tout s'est bien passé, on a maintenu l'ordre. Bien sûr. C'était pas l'ordre, c'était le désordre qui a été maintenu. Je suis désolé. Et le dernier point, après, c'est que évidemment le ministre de l'Intérieur, il défend son bilan, il défend sa tête, et c'est pour ça. Et il peut pas être objectif. Là, les images prouvent qu'il n'a pas été au niveau de la situation. On remercie Nicolas pour votre témoignage. Je vous dis prompt rétablissement parce que vous avez évidemment subi un choc et une épreuve. Bien entendu, on est de tout cœur avec vous et merci à Boris Bucco de nous avoir apporté cette information qui n'a pas été relayée dans beaucoup de médias. Mais enfin voilà, c'est une parmi d'autres parce que je pense que ça doit pas être le seul cas. Voilà, mais voilà, nous sommes très satisfaits de vous avoir eu aujourd'hui à l'antenne et d'avoir pu révéler à nos auditeurs ce qui s'est passé entre autres ce soir-là dans les rues de Paris qui n'était pas tout à fait la capitale de la France.